Caspar, 199 19 13. Alors ça mérite tout de suite une explication. Et après, je présenterai le garçon à côté de moi. Alors Caspar, c'est le nom du protagoniste, donc du jeune schizophrène que je joue, et 199 19 13, c'est le numéro de matricule, puisqu'on ne sait pas vraiment si on est dans un hôpital psychiatrique ou dans une prison, puisqu'on ne sait pas si l'autre, c'est le land, c'est l'infirmier ou le maton. Et voilà, donc c'est son numéro de matricule. Donc voilà, on a fait une petite présentation. Maintenant, on va présenter le comédien que j'avais rencontré, sauf erreur de ma part, je peux me tromper, dans un certain portrait. Exactement, de Dorian Gray. Voilà. Et nous jouons encore. Que tu joues encore? Ouais. Ah ouais, on repart à Avignon, là, Avignon 2025. On joue jusqu'en avril 2025 au Théâtre du Ranelagh. Puis on espère. Bon, on le connaît, le Théâtre du Ranelagh, c'est là où on s'était rencontrés la première fois. C'est une aventure sans fin. Voilà. Et ce monsieur qui s'appelle Michael Vinum. Vinum. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas le dire. Eh ben voilà, tu vois, je le sentais. J'aurais dit Vinum. Attention. Voilà, comme ça. Voilà, on s'était rencontrés donc il y a, on va dire 2, 3, 4, 5 ans. Oui, voilà, c'était pour au Théâtre du Ranelagh. Ouais. Et tu m'as convié pour voir cette pièce. Alors, c'est une pièce qui, on va dire, n'est pas facile. Hein, on va pas. C'est vrai qu'on peut se dire. Voilà, on ne va pas dire qu'on se tord de rire non plus. Non, ça c'est vrai aussi, c'est vrai. C'est une création contemporaine de Claude Alain Planchon, qui était d'ailleurs médecin et qui s'est inspiré aussi de quelques pages de sa propre histoire et des histoires de certains de ses patients qu'il a pu connaître. Oui, c'est vrai, ça traite de la schizophrénie. On rentre dans la tête d'un fou l'espace d'une heure, comme ça. C'est vrai que quand je présente le projet, généralement, je dis écoutez, c'est un ovni théâtral. C'est une invitation à entrer dans la tête d'un schizophrène. Voilà, ce que je dis en général pour représenter le projet. Et pourtant, pour un comédien, j'imagine que c'est à la fois quelque chose d'excitant, parce que bon, c'est un rôle, il faut avoir les épaules bien carrées, et puis d'un autre côté, ça peut être casse-pipe. Voilà, alors, pour le comédien ou pour le comédien? Pour le comédien, le public, il est là, il est dans la salle, il écoute, il regarde. Le décor, on ne sait pas trop. En gros, tu es dans un endroit au milieu d'une scène noire. Il y a un panneau horizontal et vertical blanc. Ouais. Et toi, tu es dans une teinte plus claire que celle-là, beaucoup plus claire. Ouais. Et c'est tout. Et vous êtes que 2 protagonistes. Mais toi, 90%, lui 10%, donc c'est pas facile quand même. Ouais, c'est-à-dire que je me sens un peu comme une souris en observation dans un laboratoire finalement. C'est-à-dire que cette structure, ça pourrait très bien être un microscope, tu sais, comme dans les laboratoires là, biologiques. Et moi, je suis comme ça, accroché avec des épingles. Et les médecins, les psychiatres, les matons qui m'observent, qui essayent de comprendre mon histoire, ma personnalité. Et je me sens vraiment placé en observation, comme une toute petite souris. Et on a vraiment travaillé là-dessus avec Olivier Desbordes, le metteur en scène, sur le côté enfantin, la petitesse. Parce qu'il me dit en général, tu vois, dans Dorian, dans Néron, dans tous ces rôles que tu as pu jouer, il y a comme ça une certaine prestance. Là, il y a de l'espace dans les autres. Oui. Là, lui, il a fait tout l'inverse, Olivier. C'est-à-dire que d'ailleurs, pendant toute la pièce, je reste sur cette structure étrange. Oui, qui fait quoi 2 mètres de haut sur... Ça c'est très petit, donc c'est bien la première fois que ça m'arrive d'évoluer comme ça dramaturgiquement dans un si petit espace. Et en même temps, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour un comédien. Ça apprend plein de choses sur le corps. Là, c'est pareil, il a beaucoup cassé le corps. Il y a des gestes qui sont parfois en faux raccord avec les intentions. On a essayé de s'éloigner du psychologique parce que c'est vrai qu'on s'est dit voilà, c'est sur un schizophrène, donc il y a le médecin, le fou, donc il va jouer le fou, etc.
Nous, on a pris ça avec beaucoup plus de distance et un prisme un peu différent, avec une sorte de poésie schizophrénique, je dirais. Et voilà, donc on a l'impression d'être dans un laboratoire et d'observer du coup le malade. Ouais. Voilà. Et c'est pas trop difficile pour un comédien de rentrer dans ce genre de rôle, puisqu'en fait, bon, pour le spectateur qui vient voir, dans mon cas, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir, je savais qui j'allais voir. Ouais. C'était, tu aurais pu jouer Lily de Lily et Lily, ou tu aurais pu jouer, je sais pas, le Cid de Corneille, c'était la même chose. Moi, j'étais vierge de tout. Ouais, c'était volontaire, d'ailleurs, je t'ai rien dit, je me suis dit comme ça. Oui, non, mais c'est... Et puis bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est plus simple, c'est pour ça que là, on s'est parlé à la sortie, enfin on est encore dans le théâtre, mais à la sortie de la pièce, parce que quand même j'allais pas faire avant, ça c'est pas mon truc, parce que là j'aurais pas pu poser la moindre question, t'étais obligé de mener le débat. Ouais, c'est vrai que il y a des rôles plus intenses, hein, que ce soit physiquement, ouais, dans le corps, qui sont plus difficiles, plus fatigants que d'autres. C'est le cas de celui-ci par exemple. C'est vrai qu'il demande énormément physiquement, il demande une temps, parce qu'en plus c'est la première fois que je joue un personnage qui n'a pas une pensée construite. C'est le moins compliqué. Il y a plusieurs, donc c'est-à-dire qu'un schizophrène entend plusieurs voix et parfois adopte ces voix-là. Et on l'entend dans la pièce, il y a de temps en temps, il y a différentes voix qui viennent comme ça, d'une phrase à l'autre, et on ne sait jamais vraiment laquelle c'est. Et c'est la même chose dans le corps, quoi. Il y a des intentions, des tonalités qui changent d'une phrase à l'autre, et c'est vrai que c'est sur un fil tendu du début à la fin de la pièce, et il faut être concentré, quoi. Il faut rentrer tôt le soir, il faut dormir beaucoup, boire beaucoup d'eau. Bon, ensuite alors, j'étais prêt à éviter boire. C'est vrai que c'est important. On disait hier, il y avait un bord plateau hier avec des philosophes, des psychiatres, psychanalystes, et on disait, c'est drôle parce que souvent on croit que voilà les comédiens quand ils jouent des personnages aussi sombres, torturés, ça va mal, etc. Mais pas tant que ça au final, ça va finalement bien mieux que ce qu'on pourrait croire, puisque quand on ressort de ça, on se dit finalement ma vie, ça va pas si mal, quoi. Oui, et c'est arrivé comment ce sujet, cette pièce, parce que bon, c'est un ovni, on va dire, dans le théâtre. Et ça t'est arrivé comment dans les mains? C'est-à-dire que Claude-Alain Planchon, l'auteur, me connaissait mon travail, il m'avait vu au reste, dans Andromaque, et dans le portrait de Dorian Gray. Du classique. Voilà, il m'avait vu jouer à plusieurs reprises, il avait eu un coup de cœur pour mon travail. Moi, j'avais pu lire ses pièces, il écrit des polars aussi, enfin, je m'étais intéressé à son travail, et puis c'est une belle rencontre. On voulait travailler depuis longtemps ensemble, mais c'est vrai qu'avec les tournées, les déplacements des autres pièces, notamment Dorian Gray, Tête à tête avec Rimbaud que je joue en tournée, etc., ça m'a empêché d'être disponible pour les projets précédents. Et là, cette fois-ci, c'était la bonne, quoi. J'ai essayé de trouver du temps pour lui, pour son travail, et pour travailler ensemble. Et voilà, et on l'a fait. Et ouais, j'en suis très content. On sent qu'il est médecin, il y a quelque chose de parfois clinique, mais il y met aussi beaucoup de poésie, quoi. J'ai tendance à dire une poésie schizophrénique, oui, et je suis content parce que ça malmène, ça dérange, ça bouleverse, ça séduit, voilà, les gens ne sont pas d'accord facilement sur la pièce ou sa compréhension. Et on aime ça, théâtre comme ça qui parfois bouscule les codes, les repères finalement. Et ça demande quand même, j'imagine, une certaine préparation, parce que t'es loin des autres textes du métier, on va dire. Ouais, c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, il y a déjà dans la trame, la ligne dramaturgique, il y a
l'évolution est peu claire finalement, mais comme dans la tête d'un schizophrène, on ne sait plus est-ce que c'est la voix, une des voix qui parle, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est la lucidité ou la folie qui s'installe. Et il y a cette confusion-là même dans l'histoire, puisqu'il reprend parfois des phrases qu'il a dites précédemment pour les retransformer en cours de route. Il joue avec les mots, comme d'ailleurs certains schizophrènes le font. Ma pénitence, ma pitance, ma pitance, ma pénitence. Enfin, il y a un jeu de tout en fait, et j'ai envie de dire, et c'est très jouissif, quoi. Il y a un jeu de la ligne conductrice de l'histoire. Il y a un jeu aussi sur les mots. Il y a un jeu sur les messages qui sont portés. On ne sait pas d'ailleurs si le maton, le land, son infirmier, s'il est réel, s'il l'imagine, si c'est une projection de son frère, où est le vrai du faux dans tout ça. Et c'est très philosophique finalement comme pièce. On s'en est rendu compte hier, les gens ne comprennent pas du tout la même chose. Il y a vraiment il y a eu hier par exemple en bord plateau des désaccords profonds et c'est vraiment agréable en fait. Moi j'aime bien comme ça, je pourrais débattre des heures sur une pièce ou sur ça en l'occurrence. Ouais, c'est très intéressant. Ah oui, ça j'imagine. Moi je me souviens, il y avait une directrice de théâtre qui nous avait demandé, mais quelle est ton histoire? Où est le vrai du faux dans cette histoire? Et je lui ai répondu, on lui a répondu d'ailleurs avec Jean-Paul Sarmadiras qui m'accompagne sur scène. Nous-mêmes ne le savons pas vraiment, ça dépend des soirs. Alors elle était là, mais enfin, moi j'ai envie que ça soit clair, et voilà, j'ai besoin de savoir si l'histoire est vraie, etc. Mais alors c'était rigolo parce que nous on a dit, mais doit-on croire forcément à ce qu'on voit pour le savourer? Pas forcément. Voilà, il y a plein d'œuvres comme ça. Dorian par exemple. C'est très bien que le vœu, c'est un conte fantastique, mais pourtant on a envie d'y croire. On se dit à quoi ressemble là, comment il évolue. Là, finalement, c'est un peu pareil. On ne sait plus le vrai du faux, mais on a envie d'y croire quand même. On ne sait pas d'ailleurs s'il a tué, s'il s'est fait violer par son frère, s'il l'a tué, Karl, parce que je parle à un moment donné du meurtre. Enfin, de l'assassinat plutôt, puisque c'est apparemment prémédité. On ne sait plus le vrai du faux, quoi. Non, ça je suis d'accord. C'est un amusement, c'est vrai que c'est très, c'est très physique, ça demande énormément d'énergie, tout est en tension. Et en même temps, c'est très jouissif, quoi, parce que je me souviens, il y a les professeurs au conservatoire qui me disaient toujours, tu sais, il faut pas forcément mettre de la psychologie, soit comme un enfant finalement qui joue dans un parc, quoi, ne fait plus attention au regard, joue. D'ailleurs, le comédien, l'acteur, c'est celui qui fait, qui agit, quoi. Il se pose un peu moins de questions à un moment donné quand il faut passer à l'action, c'est le cas de le dire. Et là, pour le coup, j'ai vraiment cette sensation. J'ai l'impression d'être un gamin qui découvre le monde, qui découvre les gens, qui découvre mon partenaire, qui découvre en cours de route l'histoire, les mots qui vont s'enchaîner, qui vont suivre. Et c'est vrai que c'est assez... ouais, c'est très plaisant. J'ai failli dire jouissif pour le comédien. Oui, clairement, bien sûr. Ouais. Et il y en a qui sont adeptes aussi, alors des personnalités de la profession qui admirent ça, et nous-mêmes, bien sûr, en tant qu'interprète, c'est très jouissif, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il y a un rôle dont tu rêves actuellement? Un rôle, je vais dire, dans une pièce contemporaine, par exemple, je sais pas, est-ce que tu aimerais tourner dans une comédie hilarante? Est-ce que tu... Voilà, mais pourquoi pas? En fait, il y a quelques années, c'est drôle, je t'aurais dit pas du tout, parce que moi, je signe et persiste, j'aime bien quand ça va mal. Pourquoi? Enfin, chez les personnages, parce que généralement c'est ça, le théâtre ou un film ou un roman, c'est toujours presque pareil, c'est-à-dire un ou plusieurs protagonistes qui sont confrontés à un ou plusieurs problèmes, et quel chemin vont-ils emprunter pour le résoudre ou les résoudre? Et donc c'est ça que j'aime, et puis j'aime pas m'ennuyer, quoi. Et donc c'est vrai que quand ça va mal, ça va mieux pour ça toi. va loin, et ça va ça va de mieux en mieux, c'est super. Mais après, pourquoi pas, j'aime, à partir du moment où il y a quelque chose à défendre, il y a quelque chose de clair derrière une ligne directrice, un message évident, avec grand bonheur. Non, mais là, tu parlais de rêve, j'ai le bonheur de t'annoncer que je vais jouer Vous n'aurez pas ma haine,
Donc c'est une adaptation du roman d'Antoine Léris, dans une mise en scène d'ailleurs d'Olivier Desbordes, que je retrouve du coup à la mise en scène. Voilà. Le prochain spectacle, c'est un seul en scène, et c'est cette histoire qui nous a tous bouleversés, je pense. Donc il a écrit ça il y a 10 ans, juste après les attentats du Bataclan. Il a perdu sa femme dans les attentats, Hélène, dans les attentats du Bataclan, et il a décidé d'écrire une lettre qu'il a adressée quelques jours plus tard aux terroristes. Il a fait un roman juste après, et c'est vraiment une leçon de vie impressionnante. Voilà, donc j'ai le bonheur de jouer ce grand texte. Bientôt. Voilà. Et ce bientôt, on a commencé la création, donc voilà. je pense qu'il y aura sans doute une avant-première parisienne, une saison parisienne, un festival d'Avignon 2026. Voilà, on mise énormément sur cette aventure, parce que le témoignage que nous laisse Antoine Léris est aussi bouleversant que fort et nécessaire. Si j'ai bien entendu, je peux me tromper, mais seul en scène, c'est ça? Seul en scène, ouais. Oula. Ouais. Ouais, Ouais. t'en fais pas, tes épaules sont bien larges. Hein. Mais en fait, finalement, le texte est, comment dire, bien sûr, il y a, parce que les gens, enfin beaucoup de personnes à qui j'en ai déjà parlé, parce que je suis très excité à l'idée de défendre cette pièce et ses mots, pensent que c'est sombre, que voilà, il y a les attentats, c'est sanglant, etc. Mais en fait, il y a beaucoup moins que ça. Antoine Léris ne parle beaucoup moins du Bataclan qu'on ne le croit, bien au contraire d'ailleurs. Toutes ces pages qui défilent, on est dans la résilience, dans la force de continuer le combat, de se relever quand le ciel nous tombe sur la tête. Comment on fait pour rester debout? Comment on fait pour élever son fils et lui inculquer des valeurs d'amour, de partage, plutôt que d'être submergé et noyé par la haine ou les désirs de vengeance. Et ce qui fait, c'est impressionnant, parce que je pense qu'on n'est pas tous capables de penser comme ça, alors qu'on le devrait, et il nous laisse un témoignage essentiel. Ouais. Ouais, vraiment. Bon. Mais alors après, plein d'autres rêves, bien sûr, mais je suis qu'au début de mon parcours, donc ouais, j'espère bien un jour jouer un misanthrope ou Harpagon un jour. Ouais. Bon, là, on est dans le Molière quand même. Ouais, mais ou alors du Shakespeare ou un bon Tchekhov. Voilà, oui, des auteurs. Mais pour le boulevard, non, tu ne vois pas dans le boulevard. Non, là, je suis très, comment dire, je peux être bon public et y aller. Donc, soit par amitié ou dans le désir de partager. Ou de te marrer. Par exemple, j'adore Jacqueline Maillan. Je suis un grand fan de Jacqueline Maillan, qui était d'ailleurs très bonne aussi dans le tragique, en dramatique. Je crois que je ne l'ai vu que dans le rire. Je l'ai vu plus d'une fois d'ailleurs. Ouais. Mais alors qu'elle est tout aussi brillante là-dedans. Mais non, moi en tant que comédien, je m'ennuie un peu en fait dans ce genre de truc. J'ai déjà pu avoir ce genre de proposition, et je sais pas. En fait, je crois que j'ai choisi ce métier parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie assez rapidement. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour réinventer ma vie comme ça au quotidien, la changer du jour au lendemain, et c'est vrai que parce que là, en fait, ça pourrait se limiter à faire rire, même s'il y a du tragique dans l'humour, dans les situations. C'est vrai, hein, la femme qui est plaquée, l'autre qui la trompe, la fortune qui a disparu. Enfin bref, il y a plein de. Oui. C'est quand même à la base, hein, il y a quelque chose de problématique, de tragique. Mais pourquoi pas? Je ferme pas les portes, mais pour le moment, c'est vrai que je me laisse bien bercer par des personnages forts et exigeants, et puis parce que je pense qu'ils apprennent énormément aux comédiens aussi. Alors pour le moment, puisque tu nous donnes le mot de la fin, tu es Caspar. Voilà, jusqu'au 23 février 2025 à la Manufacture des Abbesses, du jeudi au samedi à 21h et les dimanches à 17h. Voilà, et vous pouvez me retrouver également dans le portrait de Dorian Gray au Théâtre du Ranelagh jusqu'au 24 avril 2025 et au Festival d'Avignon
Ouais, ben là, tu me dis en 2026, on a encore quelques jours. Hein. Mais c'est ce que je disais à Thomas, je dis, tu crois que, parce que quand même, il avait une vingtaine d'années, le môme dans le roman, et nous, ça fait 7 ans quand même, mais il dit non, oui, mais non, tu parais plus jeune que ce que tu n'as. C'est vrai, oh là là, je pense que le pacte a marché. Dans les coulisses du Ranelagh, je fais le pacte devant ce portrait, je me dis, s'il te plaît, laisse-nous encore quelques années de jeunesse éternelle. Pour incarner ce personnage. Bon, bah écoute, je vais essayer de me mettre au théâtre et je ferai la même chose pour conserver mon petit âge, mes 25 ans, on va dire. Hein, voilà. À la fleur de l'âge. Merci, Mickaël. Merci beaucoup. À bientôt.